8h29. Merci à vous, Sonia Mabrouk, et à votre invitée, Linda Kebab. C'est toujours passionnant d'écouter Linda Kebab, en plus interrogée par Sonia Mabrouk. Tous les sujets sécurité ont été balayés. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chana Lousteau, Thomas Bonnet, Sabrina Birlin-Bouillet et Alexandra Blanc. Et on accueille Nicolas Pouvremonti. Bonjour Nicolas Pouvremonti. Bonjour. Directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. On va parler d'une étude très instructive, vous allez voir. Les habitants de Lure, en Haute-Saône, vivent une véritable psychose. Pourquoi ? Parce que l'État a installé dans leur ville le frère d'un terroriste islamiste du Bataclan qui avait rejoint lui-même l'État islamique. Il vit à l'hôtel. Ni l'Algérie ni le Maroc ne veulent le récupérer. Reportage, le maire de Lure, en colère et inquiet, était en direct avec nous ce matin à 7h10. Une étude donc très instructive sur l'immigration en provenance du sud-est asiatique. Une immigration vertueuse dans quasiment tous les domaines, et notamment l'emploi, la santé, l'éducation. Nicolas Pouvremonti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie avec nous. Les agressions de chauffeurs de bus explosent. Elles ont augmenté de 102% en 3 ans, multipliées par 2 en 3 ans. Sur la seule année dernière, on compte près de 4 agressions par jour. C'est l'information de la nuit. Un 3e suspect interpellé dans l'enquête sur le meurtre de la petite Louise. Sabrina Birlin-Bouillet du service police-justice de CNews avec nous. Et puis le magasin Jiffy de Châteaubriand, fermé le dimanche. Après des vols et des agressions d'employés, une décision compliquée pour les habitants. Vous allez entendre le directeur du collectif Ras le vol. Et puis on va parler de l'endométriose dans la chronique santé avec Brigitte Millot à 9h moins le quart. L'inquiétude des habitants de Lure en Haute-Saône, ils cohabitent depuis plusieurs mois avec le frère d'un terroriste du Bataclan. Et cet homme est lui-même un ancien combattant de l'État islamique. Il est fiché S. Il a été déchu de sa nationalité en novembre 2023. Mais problème, il ne peut pas être expulsé. Isabelle Piboulot nous explique pourquoi. Sa présence n'est pas passée inaperçue. Les habitants de Lure cohabitent depuis juin dernier avec un homme au profil alarmant. Ancien combattant du groupe État islamique en Syrie, l'individu de 34 ans est fiché S, frère de l'un des terroristes impliqués dans la tuerie du Bataclan. L'homme a déjà purgé 9 ans de prison, puis 6 mois supplémentaires pour violation de mesures de surveillance. Ceci lui a valu une déchéance de la nationalité prononcée par Madame Borne, Premier ministre à l'époque. Il avait quand même le droit, entre 7h et 21h, d'aller dans les magasins, les salles de sport, je vous passe les détails. Ça a fini par se savoir. Le maire avait demandé au préfet des rotations pour éviter que l'individu ne soit reconnu dans sa ville, en vain. Préoccupés, les Lurons dénoncent plusieurs choses. Une incompréhension, une injustice, une inefficacité des autorités publiques nationales. De père algérien et de mère marocaine, le trentenaire ne peut être expulsé, faute de laissez-passer consulaire de la part de l'Algérie et du Maroc. Je ne dis pas que le problème n'est pas complexe, mais en même temps, quand on a un individu comme ça, on ne le laisse pas errer. Je pense qu'il faut rassurer la population, il faut être ferme en matière de protection des habitants et des habitantes de nos territoires. Et moi, je ne comprends pas la façon dont a été gérée cette affaire. Dans l'attente d'une issue, l'homme est contraint de pointer 3 fois par jour à la gendarmerie et astreint à un couvre-feu. Thomas Bonnet, Bruno Retailleau a réagi dès hier. Il était en déplacement à Strasbourg. Il dit qu'il faut changer les règles. Si les règles ne conviennent pas, il faut les changer. Il a parlé de la directive retour, notamment, qui est en question. Il a rencontré, on le sait, à nombreuses reprises ses homologues européens pour aborder ce sujet. Ça a encore été le cas à Strasbourg. On voit la volonté politique de Bruno Retailleau à nouveau en œuvre. Maintenant, il faudra qu'il soit soutenu à la fois par le Premier ministre et par le Président de la République. Sur ces questions-là, le Président de la République doit aussi enclencher cet élan pour modifier les règles. Voilà, les réactions de Jordan Bardella. Les habitants de Lure, en Haute-Saône, ne comprennent pas pourquoi ils sont contraints de côtoyer un djihadiste déchu de sa nationalité française, fiché S, frère de l'un des terroristes islamistes du Bataclan, condamné pour terrorisme et condamné de nouveau récemment pour ne pas avoir respecté les mesures de surveillance qui lui étaient imposées. Qu'attend-on pour expulser cette bombe à retardement du territoire national ? Autre sujet dont on parle ce matin dans la matinale, cette enquête passionnante comme... toutes vos enquêtes, Nicolas Pouvremonti. Bon, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, enquête sur la diaspora d'Asie du Sud-Est, l'immigration en provenance d'Asie du Sud-Est. Déjà, l'Asie du Sud-Est, 3 pays, Vietnam, Laos et Cambodge. Alors,
vous avez enquêté sur l'intégration de cette immigration qui remonte à quand? Les premières arrivées remontent à quand? Alors écoutez, il y a eu des premières arrivées très limitées dans la première moitié du XXe siècle, parce qu'il y avait des travailleurs, notamment en provenance de ce qui était l'Indochine française. Oui. Grosse poussée des flux dans les années 60-70. On sait qu'il y a notamment eu le phénomène des boat people, des réfugiés en provenance du Cambodge. C'est une immigration qui a globalement augmenté jusqu'à la fin des années 90 et qui a plutôt eu tendance à stagner, voire à diminuer depuis, là où, à l'inverse, d'autres populations immigrées ont beaucoup augmenté depuis les années 2000, x2 pour les immigrés d'Afrique subsaharienne, x2 pour le Moyen-Orient, on pourrait multiplier les exemples. Ouais. Alors, constat, on va parler de l'intégration économique, du niveau scolaire. Le constat, intégration économique, le taux de chômage de l'immigration et descendants des immigrés en provenance d'Asie du Sud-Est, le taux de chômage est de 3%, plus bas que la moyenne des immigrés et plus bas que le niveau français. C'est ça, c'est-à-dire que pour la première génération des immigrés d'Asie du Sud-Est, ce taux de chômage de 3%, il est 4 fois inférieur à la moyenne des immigrés et il est même 2 fois inférieur à celui des Français sans ascendance migratoire directe. Et à l'inverse, si on regarde la part de ces immigrés qui sont en emploi, on se rend compte que 75% de ceux qui sont en âge de travailler occupent effectivement un emploi. À titre de comparaison, c'est 20 points de plus que chez les immigrés originaires d'Algérie, qui sont aujourd'hui le groupe le plus nombreux. Et évidemment, ça a des répercussions de toute nature. Si on prend juste un exemple, celui du logement, on a à peine 14% des immigrés originaires d'Asie du Sud-Est qui vivent en logement social. C'est 3 à 4 fois moins que les immigrés en provenance du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Et à l'inverse, on a un taux de propriétaires record dans cette population qui est même là aussi supérieur à celui des Français sans ascendance migratoire. Alors que les parents ou les grands-parents, quand ils sont arrivés, ils ne parlaient pas un mot de français. C'est ça. Certains. Ce qui est très frappant, c'est qu'en une génération, on passe d'une immigration qui est parmi les moins qualifiées, c'est-à-dire que 44% des immigrés de première génération d'Asie du Sud-Est n'ont aucun diplôme, près de la moitié ne comprenaient pas du tout le français en arrivant, à une deuxième génération de descendants d'immigrés qui, à l'inverse, surperforment sur le plan scolaire, sur le plan universitaire. 38% des descendants d'immigrés originaires de cette zone ont un diplôme supérieur à Bac+2. C'est 10 points de plus que les Français sans ascendance migratoire. Et à peine 6% n'ont aucun diplôme. C'est 3 fois moins, là aussi, que la moyenne des immigrés. On va regarder, succès scolaire, les enfants d'immigrés originaires du Sud-Est asiatique qui réussissent mieux que les autres. Ce sont des chiffres qu'on retrouve dans le Figaro également. Sur-réussite scolaire, comment ça s'explique ? Il y a très clairement un rôle essentiel du modèle familial. C'est-à-dire que dans les familles originaires du Vietnam, du Cambodge, du Laos, il y a une très forte valorisation de la performance scolaire, un très fort investissement sur la réussite scolaire éducative des enfants. Aussi, plus globalement, une forme de confiance dans les institutions de la société d'accueil. C'est vrai de l'école, mais c'est vrai aussi de la police. Et un rapport, on va dire, pacifié à l'autorité qui se marie avec un sens de la responsabilité parentale qui est quand même très fort. Il y a également, c'est intéressant de noter, sur les questions de délinquance, qu'est-ce qu'on apprend ? Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des populations qui sont globalement hors des radars des statistiques de la délinquance. Oui. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les ressortissants originaires d'Asie au sens très large représentaient 3% des mises en cause pour faits de délinquance en 2023. Mais en réalité, dans ces ressortissants d'Asie, il y a aussi des ressortissants du Pakistan, du Bangladesh. C'est vaste, l'Asie. L'Asie du Sud-Est, en fait, c'est un groupe tellement peu représenté dans les statistiques de la délinquance qu'on n'a pas cette granularité d'information. Si on pouvait choisir notre immigration, on se dit que ça changerait tout. Ce qui est frappant, c'est que sur plusieurs générations, il y a des trajectoires d'intégration très différentes. Ce cas est là pour le montrer. Et ce qui est frappant, c'est que, j'y reviens, alors qu'il y a eu une forte poussée de l'immigration depuis les années 2000, cette immigration en provenance du Sud-Est asiatique est plutôt en déclin. Et ça pose quand même beaucoup de questions, parce qu'on pourrait aussi parler des indicateurs d'intégration culturelle, pour en prendre un seul qui est souvent employé, qui est celui de l'endogamie, c'est-à-dire le fait d'épouser ou pas, ou de se mettre en couple ou pas avec quelqu'un de la même origine migratoire que soi. On se rend compte qu'il y a chez les descendants d'immigrés d'Asie du Sud-Est un taux d'endogamie qui est le plus faible parmi tous les descendants d'immigrés extra-européens, 14%. À titre de comparaison, c'est 5 fois moins que chez les descendants d'immigrés turcs. Et ça atteste, si on en était besoin, de la capacité finalement de fusion dans la communauté nationale qui est quand même assez avancée. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonti d'être venu nous présenter votre étude, c'est toujours intéressant. On la retrouve sur le site de votre... Absolument, en libre accès. En libre accès, c'est gratuit. C'est l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre étude ce matin sur CNews.